consacré beaucoup de mes activités professionnelles depuis donc plusieurs décennies au sujet dont la nature est le dénominateur commun, mais qui tourne autour beaucoup du parfum, et notamment du parfum et des forêts. Alors, pour en faire une activité professionnelle, je suis devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un sourceur de parfums. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les gens qui vont chercher dans beaucoup de pays du monde les matières premières, on appelle les ingrédients, qui vont rentrer dans la composition des parfums, mais qui en constituent la part naturelle. Et j'ai donc passé beaucoup de temps à arpenter les sources de ce que j'appelle les sources des parfums du monde, c'est-à-dire d'aller dans les pays où poussent les fleurs, où poussent les arbres, dont on récolte les résines, les écorces, les fruits, les fleurs, les feuilles, et qu'on retrouve sous des noms parfois très connus et d'autres beaucoup moins, dans nos flacons de parfum. On ne devient pas un expert de l'odorat comme ça uniquement parce qu'on a le don inné. Les parfumeurs, ils ont fait au moins 5 ans d'études, et ces études, elles consistent en premier lieu à quoi ? Tout simplement quelque chose de très basique, c'est d'apprendre les odeurs et de les mémoriser. Donc c'est la grande question de la mémoire olfactive. La plupart d'entre nous, on n'a pas de mémoire olfactive, on l'a par petites bribes, et là ça nous entraîne vers ce qu'on garde de notre enfance, les odeurs qui nous ont imprégnés à jamais, etc. Mais enfin, il y a des milliers, j'ose pas dire plus que ça, d'odeurs de la nature, d'odeurs qu'on a créées, que l'homme a créées par de la synthèse chimique. Et donc le parfumeur, pour pouvoir restituer et créer véritablement dans l'odorat, il va commencer à se constituer une mémoire olfactive. Et il y a des choses absolument étonnantes. C'est-à-dire quand on parle avec ces gens, on se rend compte que de la même façon que nous, on peut avoir la mémoire de tas de choses, la mémoire de poèmes, de chansons, de choses qu'on peut convoquer, ben, eux convoquent dans leur cerveau des odeurs. Ils les convoquent réellement et ils jouent avec. C'est-à-dire qu'ils peuvent réfléchir à une formule de création de parfum dans leur tête, avant même de commencer à mettre des produits sur des bandes de papier dans des laboratoires. Les parfumeurs sont capables de mémoriser plusieurs centaines d'odeurs, plusieurs centaines. Nous qui ne sommes pas parfumeurs, y compris moi, quand on fait cet exercice de se représenter ça, c'est assez vertigineux parce qu'au fond, on serait là puis on dirait, bon, alors, je vais peut-être associer, je vais démarrer sur une base de rose, mais bon, je vais peut-être choisir plutôt une rose bulgare qu'une rose turque. Ça veut dire que là, dans mon cerveau, je suis déjà capable de faire la différence au moment où je prononce ça. Et puis, évidemment, je veux quelque chose de très vert aussi. Alors, je vais aller vers une touche de galbanum, mais attention, pas trop, parce que sinon, j'aurai un effet un peu ail qui va me déranger. Et il continue comme ça, jusqu'à incorporer potentiellement 50, parfois 80 ingrédients dans une formule de parfum. L'homme avait l'odorat, et puis voilà, faisons simple, il l'a perdu. Les hommes très primitifs, on ne va pas commencer à mettre des dates, etc., mais enfin les tout premiers sapiens, ou même un peu avant sapiens, ces hommes-là vivaient dans la forêt, et ils ne devaient leur survie qu'à leur capacité, notamment d'odorat. Sentir le danger, sentir ce qui est bon à manger, sentir ce dont il faut au contraire se garder. Donc l'odorat, sens tout à fait fondamental pour la survie et puis pour le bonheur, évidemment. Sentir les choses qui nous font plaisir, sentir l'autre, le rôle de l'odorat dans la relation entre les êtres humains, absolument fondamental. On a perdu l'odorat qui nous servait à survivre, on n'en a plus besoin. Il semblerait quand même qu'on ait réussi à garder la part de l'odorat qui nous lie les uns aux autres. Et alors on a tous, évidemment, notre chapelet de Madeleine de Proust. Qu'est-ce qu'un sourceur et qu'est-ce qu'il fait ? En gros, avant de s'appeler un sourceur, ça s'appelait un acheteur. C'est-à-dire que, alors il y a des grandes sociétés qui créent les parfums, ce sont elles qui emploient les parfumeurs, et ces parfumeurs vont donc créer les parfums qu'on connaît tous à partir d'une palette, ce qu'ils appellent une palette. Là-dedans, il y a énormément de chimie et il reste, heureusement, pas mal de naturel. Donc le sourceur, c'est celui qui doit alimenter cette palette, la palette du créateur, en allant chercher là où elle se trouve
les matières dont il a besoin. Donc, le sourceur, il va chercher de l'essence de rose en Bulgarie, en Turquie, au Maroc. Il va chercher de l'essence de cardamome au Guatemala. Il va chercher des extraits de jasmin en Inde ou en Égypte. Et on peut comme ça multiplier. En gros, dans ce métier, il faut aller chercher une centaine ou 150 ingrédients différents. Et tout ça se passe dans au moins une quarantaine de pays. Ce qui est très intéressant, c'est de suivre un petit peu l'évolution historique de tout ça. Pendant longtemps, ce métier donc d'acheteur de matières naturelles était un peu une chasse gardée de l'industrie du parfum et notamment de l'industrie grassoise, qui a quand même été maîtresse de tout ça pendant très très longtemps. Et pourquoi ? Parce qu'on voulait tout simplement garder le secret de ses sources, le secret de ses origines, pour en capter le maximum de valeur de ces ingrédients, sans avoir de compte à rendre à personne finalement. Alors, l'âge d'or de tout ça, c'est l'épopée coloniale. Avec l'épopée coloniale, on rentre dans des territoires de plus en plus lointains, et très vite, les sociétés, les entreprises de création de parfums se rendent compte qu'elles ont absolument besoin de comptoirs, de points de contact, voire de filiales dans ses origines. Alors on crée des comptoirs au Tonkin, à Cayenne, en Chine, bien entendu en Afrique du Nord. Et évidemment, le constat, quand moi j'arrive dans ces territoires, à la fin des années 80, c'est que ça reste très imprégné quand même de cette épopée coloniale. Alors on ne va pas rentrer dans cet immense débat, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, on retrouve partout la tradition de « je suis l'acheteur blanc occidental, tu es le producteur subtropical, pour faire simple, et donc voilà, tu vas quand même te conformer à mes souhaits, à mes désirs, et c'est un peu moi qui vais décider de la valeur de ton produit ». Donc, je le décris de façon un peu caricaturale, mais bien entendu que ça a existé et que ça a été comme ça. Et donc, ce qui est passionnant, c'est de voir et de suivre l'évolution de tout ça. Alors, l'évolution de tout ça, c'est de passer à un rôle pur d'acheteur. J'arrive quelque part, je veux faire une négociation, tu as de la cardamome, moi j'ai ce que j'ai envie de la payer, tac, 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 voilà. On n'est plus du tout là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une forme de révolution silencieuse, heureusement. À l'occasion de grandes crises, on a redécouvert la fragilité et la valeur de ces filières et de ces sources. Pour donner un exemple très, très, très simple, si je veux m'approvisionner en essence de rose, l'essence de rose, je vais aller la chercher chez un monsieur en Bulgarie qui est un distillateur, parce que c'est de ces alambics que sortent l'essence. Mais comment est-ce qu'il fait, lui, son essence de rose ? Donc, ou bien je m'y intéresse, ou bien je ne m'y intéresse pas. Je rencontre mon fournisseur d'essence, je fais ma transaction, c'est fini. Simplement, je ne me suis pas préoccupé de savoir comment lui, il a obtenu son essence. Comment il l'a obtenu ? Par des champs de roses, par des fermiers, c'est-à-dire des gens qui font un métier bien en amont encore de lui. Et ces gens-là, depuis 20 ans, progressivement, on les redécouvre. On redécouvre leur richesse, leur fragilité, les incroyables héritages qu'ils portent, parfois immémoriaux, de la continuité de ces produits. Et donc c'est passionnant, bouleversant, et quand on parle de fragilité, toutes les questions sont posées. Est-ce qu'on a envie que ça continue à durer ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça dure ? Et comment faut-il se préoccuper de ces gens ? Se préoccuper de ce que c'est qu'une femme d'une communauté gitane qui cueille des roses au petit matin en Bulgarie, ou de sa sœur cueilleuse de fleurs de jasmin dans le Tamil Nadu en Inde. Combien ces gens-là sont payés, dans quelle logique travaillent-ils, est-ce qu'ils sont sous la coupe de gens qui les exploitent, ou est-ce qu'au contraire ça se passe bien? Et moi j'ai découvert ça petit à petit, j'ai investigué et j'ai essayé évidemment d'œuvrer pour l'ouverture complète de toutes ces histoires, pour aller comprendre tous ces mécanismes, pour aller à la rencontre des gens les plus lointains, des plus humbles dans tous ces processus, des cueilleurs, des gémeurs. Le gémeur, c'est celui qui va faire sortir la résine des arbres, des métiers inouïs, fantastiques, qui vont du Laos au Salvador. C'est impossible de rester insensible au sort, à la vie, aux conditions de vie de ces gens.
Ce métier nous relie aux sources de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est profondément bouleversant. Alors, il y a des exemples qui sont plus frappants que d'autres. Alors, typiquement, on va parler de l'encens. L'encens, c'est une résine qui est sécrétée par un petit arbre qui pousse pratiquement exclusivement dans la corne de l'Afrique et puis sur la rive nord du golfe d'Aden, au Yémen et à Oman. L'encens, ça existe depuis 5000 ans, c'est avéré, on le sait. C'est-à-dire que c'est peut-être le premier parfum de l'humanité. Et il se trouve que quand je suis allé à la rencontre de ce produit, c'est pas facile parce qu'il faut aller en Somalie, il faut aller dans des pays compliqués. Je me suis rendu compte d'une façon très, très réelle, très pratique, que les gens qui récoltent de l'encens aujourd'hui sur les arbres à encens, alors d'abord les arbres sont les mêmes, ils sont toujours au même endroit où la reine Hatshepsut d'Égypte les a vus, même endroit, même lieu, et les gens qui font ce travail sont les mêmes. Ils ont le même couteau qu'il y a 5000 ans. C'est vertigineux, c'est-à-dire qu'on prend conscience que le parfum est une des choses qui a réussi à survivre dans l'histoire de l'humanité depuis parfois la très haute antiquité. Et une fois qu'on réalise ça, ce qui est bouleversant, c'est de se dire, mais alors, on a une responsabilité incroyable à faire en sorte que tout ça continue. C'est comme un fil, le fil d'une tapisserie qui aurait été tiré, tissé de génération en génération en génération, qui a traversé toutes les guerres de l'Antiquité, qui a traversé ces bouleversements du monde occidental, qui a traversé les époques modernes, qui existent encore. Et parfois, on est confronté à des situations, on se dit, mais tout ça pourrait s'arrêter. Alors, est-ce concevable que l'encens s'arrête? Pour moi, c'est inconcevable. Quand on a la chance de rencontrer un producteur, un distillateur, qui ressent la passion, en général, il a la passion de son pays. S'il a choisi ce métier, c'est parce qu'il est fasciné par le parfum, fasciné par l'odeur. Donc, il y a une forme de fierté d'apporter une contribution. Moi, il y avait de la rose en Bulgarie depuis le XVIIe siècle. Moi, je vais continuer cette aventure et je vais avoir la distillerie. Je vais continuer à produire la plus belle essence de rose du monde. Alors, une fois qu'on a ce ressenti en face de soi, évidemment, on peut tisser quelque chose de riche. Et oui, le facteur clé, c'est la confiance. Confiance réciproque, confiance des deux côtés, elle est très compliquée. Moi, je dois m'assurer qu'il ne me raconte pas d'histoire, qu'il peut m'emmener dans les champs, voir comment il les plante, comment il les entretient, quels engrais il utilise, comment il est vis-à-vis des pesticides, etc. Et puis la main-d'œuvre, comment est-ce qu'il traite ces gens-là? Difficile, très difficile d'avoir des relations avec les communautés gitanes en Bulgarie, pour continuer sur mon exemple. Donc là, moi, j'ai besoin qu'il me donne confiance, qu'il m'inspire confiance. Et moi, je dois lui inspirer confiance aussi, c'est-à-dire, est-ce que quand il aura produit son essence de rose, il est sûr qu'il va la vendre? Est-ce que je serai là ou est-ce que je vais disparaître? Est-ce que c'est un collègue à moi qui va venir à ma place et qui va lui dire « Ah ben non, non, mais là, ça, c'était pas une bonne négociation, là, ça va être beaucoup moins cher ce que je vais t'acheter. » etc., etc. Au fond, sont face à face le monde pur du business, l'industrie du parfum, et un monde qui est le monde rural des pays souvent pauvres, qui est un monde à la fois d'une richesse humaine absolument inouïe, et à la clé évidemment de cette richesse humaine, une fragilité aussi, une fragilité. Donc responsabilité, oui, confiance, parce que responsabilité, il faut qu'à la fin de la saison de la rose, la cueilleuse gitane, elle ait vraiment gagné sa vie et qu'elle ait envie de le refaire l'année d'après. La qualité est très importante dans le parfum, et notamment la stabilité de la qualité, c'est-à-dire qu'une formule, elle doit pouvoir être reproduite plusieurs années de suite en reprenant les mêmes ingrédients, et donc le parfumeur, lui, il va sentir à chaque fois, et il ne veut pas que son parfum dérive. On emploie souvent ce mot dans l'industrie. Il dérive parce qu'un ingrédient ne sent plus la même chose, etc. Donc on a un vrai problème de qualité. On a un vrai problème de qualité qu'on peut rechercher alors à nouveau sur cette relation avec le producteur. Il faut que le producteur soit compétent, qu'il travaille dans des bons matériels, qu'il ait la connaissance suffisante. Donc là encore, le sourceur, son partenaire, son acheteur doit pouvoir l'aider, lui apporter des choses. Mais le sujet de la qualité,
il est complètement lié au sujet de la valeur. Si je fais de la qualité, si je me donne du mal, si j'investis pour faire des alambics en inox au lieu de les faire en fer qui va laisser des traces et des particules, etc., comment est-ce que l'industrie va me récompenser? Si je renonce et si je convertis mes champs de roses, j'essaie de les convertir au bio ou à tout le moins en agriculture raisonnée, est-ce que l'industrie va me récompenser? Et là, on est dans un débat permanent. On est dans un débat permanent. Mon sentiment, je m'en suis jamais caché. Alors aujourd'hui, je ne suis plus actif dans l'industrie, donc il y a évidemment une liberté de parole. Mais c'est que pour beaucoup de ces ingrédients, on ne les paye pas assez cher. On ne les paye pas assez cher. C'est plus qu'un sujet moral, c'est un sujet de durabilité, un vrai sujet de durabilité. C'est-à-dire que combien faut-il rémunérer le gémeur du Somaliland qui n'a pas beaucoup de besoins dans la vie, qui est très 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 loin de nos standards, pour que quand même on fasse que lui, il continue à grimper les montagnes et les collines pour aller faire dans des conditions assez invraisemblables, continuer à faire ses campagnes de gémage. Et la question que je pose sur l'encens, elle se pose sur tous les produits, et notamment tous les produits sauvages, tous les produits qui viennent de la nature. Parce qu'à chaque fois, on est face à des gens qui font des professions incroyables. Il faut voir les gémeurs monter en haut des arbres à Baume Pérou au Salvador, pieds nus, une torche allumée dans le dos, ils montent à 20 mètres de haut. C'est extraordinaire, c'est très beau, c'est bouleversant. Mais la vraie question là, c'est est-ce que le fils de mon copain Franklin qui monte en haut de l'arbre va vouloir continuer à faire le métier de son père? Cette question-là, elle est directement posée à l'industrie parce que sinon tout pourrait s'arrêter. Si le fils de Franklin il préfère aller rejoindre les maras dans le trafic de drogue à la capitale du Salvador, ça s'arrête. Et c'est possible, c'est tout à fait possible dans un monde qui est complètement en changement et en ébullition. Alors, ce qui était passionnant dans mon métier, c'est que donc, moi, il faut que j'explique ça aux responsables de l'industrie qui, lui, franchement, le futur du Baume Pérou, c'est une micro-particule de ses soucis et de ses centres d'intérêt. Donc c'est compliqué. Alors le monde pourra tout à fait continuer avec des parfums sans Baume Pérou. Mais si on enclenche cette mécanique de perte de diversité, d'une part on perd une part de l'histoire de l'humanité, hein, évidemment, et puis on va appauvrir terriblement ce métier et ses produits, et il ne faut pas ça, il faut empêcher ça. Le paysage et le parfum, c'est un très beau sujet. En ce qui concerne les produits naturels, pratiquement sans exception, on est dans des cultures de petite échelle. Même les grands produits comme le patchouli, comme le vétiver, comme la menthe, tous ces produits reposent à un moment ou à un autre sur des petits jardins, des petites cultures, du petit paysanat. Il n'y a pratiquement pas de grande agriculture industrielle dans ce métier. Alors un peu dans les pays occidentaux qui continuent, par exemple, je fais une incise sur le lavandin en France. Bah oui, le lavandin en France, c'est pas des tout petits fermiers. Mais enfin, à l'échelle de l'agriculture occidentale, ils ont des champs de 200 hectares, c'est rien de monstrueux, Et tout le reste, Indonésie, le patchouli, Inde, le jasmin, j'ai parlé de la rose. Voilà, on a des gens qui cultivent 1 hectare, parfois moins de 5 hectares. Donc tous ces gens, là où ils sont, s'insèrent dans le paysage. Et non seulement s'insèrent, mais contribuent à l'enrichir et à le maintenir. J'ai plein d'exemples. Je reviens à mon affaire des arbres de Baume Pérou au Salvador. Mes fournisseurs, les gens à qui j'achète ce Baume Pérou, se sont passionnés pour ce sujet et ont fait, avec l'appui d'universités américaines, des études sur l'évolution de cette forêt du Salvador. Et donc, on s'est rendu compte, par des études satellites très pointues, que le maintien en activité du gémage des arbres, des myroxylons, des arbres de Baume Pérou, contribuait de façon significative au maintien de la bonne qualité de la forêt.
Parce qu'évidemment, tout ça s'insère dans un milieu où il y a aussi des coupes de bois, il peut y avoir encore quelques activités de charbonnage, de charbon de bois, etc. Il y a des parcelles qui sont coupées pour planter de l'agriculture, etc. Bon, l'évolution, la fameuse évolution qu'on connaît autour du monde forestier. Donc il y a une contribution. Et cette contribution, elle est dans les données, dans les hectares, mais elle est aussi dans le paysage. C'est-à-dire que ces arbres sont absolument splendides et partout où on les maintient, on crée une structure de paysage forestier au Salvador qui est unique. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Le parfum, la culture des matières du parfum est un facteur de stabilité et d'embellissement du paysage. L'autre grande révélation, évidemment, dans la rencontre avec les gens des sources du parfum, c'est l'artisanat au sens le plus noble du terme. En particulier, sur tous les sujets qui sont des sujets de distillation, c'est de voir comment, à travers les siècles, les hommes ont fait évoluer leur rapport à la distillation, aux techniques, au matériel. On a en France un très bel exemple, c'est l'histoire de la lavande, qui remonte extrêmement loin, et de suivre comment, petit à petit, on a d'abord distillé de la lavande dans des conditions complètement primitives, et puis on est arrivé à faire des petits alambics qu'on a mis sur des charrettes, de façon à pouvoir les transporter de village en village, et puis faire de la distillation dans chaque village où on s'arrêtait. Et puis on est passé progressivement à des usines fixes, et puis on a remplacé le fer, puis le cuivre par l'acier, et puis. Et ça, on retrouve ça partout. Alors on retrouve un mélange tout à fait séduisant de tradition et de modernité. Et l'industrie du parfum a réussi, même dans son versant moderne, à garder de la tradition. Alors d'abord, il y a beaucoup de traditions de savoir-faire qui se transmettent, et puis beaucoup de traditions dans l'outillage. Il faut voir le raffinement, pas du tout évident au premier regard, des outils qu'utilisent ces gens. Chaque outil est pensé et réfléchi. Au Laos, c'était extraordinaire, les couteaux dont les gens se servaient pour décoller l'écorce de l'arbre à benjoin, et de façon à ce que la résine de benjoin vienne s'accumuler là pendant des semaines. C'est des couteaux qui étaient forgés dans l'acier des bombes que les Laotiens ont récupérées après la guerre, parce qu'ils avaient détecté qu'évidemment il y aurait une qualité d'acier particulière et qui reforgeait et pour faire des lames particulièrement performantes. Au-delà du côté incroyablement émotionnel, évidemment, de ça, quand on sait ce que ces gens ont souffert pendant ces années, eh bien, il y a en permanence la recherche de l'outil, la recherche de la meilleure façon de faire, à la fois la plus économique et la plus performante. Donc je dirais que le parfum, oui, il est là dans cette richesse de l'inventivité des communautés du monde rural. Le consommateur, en tout cas le consommateur occidental, est de plus en plus curieux et de plus en plus friand de connaître ces histoires, et non seulement de les connaître, carte postale exotique on va dire, mais surtout de connaître le sort des paysans malgaches qui font la vanille au moment d'attaquer ma crème à la vanille ou mon yaourt à la vanille, ou la vanille qui est dans mon parfum, en disant moi je voudrais bien qu'on me dise aussi comment sont traités les paysans malgaches qui sont à l'origine de cette vanille. Voilà. Ben, maintenant le consommateur se pose toute cette question, et l'industrie doit répondre. L'industrie doit répondre en expliquant où elle va chercher ses ingrédients, dans quelles conditions, comment elle traite ses fournisseurs, et comment elle s'assure que sa consommation de vanille ne va pas contribuer à la déforestation à Madagascar, au fait que les enfants n'aillent pas à l'école, etc., etc. Enfin, on connaît maintenant bien tous ces sujets. La pression du consommateur fait pression sur les journalistes, fait pression sur donc, le marketing, la façon de communiquer sur le parfum et sur l'industrie en général. Et donc c'est extrêmement positif. Dans cette affaire des parfums de la nature, on est dans la passion, on est dans l'émotion. Je crois qu'il n'y a pas tant d'activités qui au départ sont business ou industrielles qui permettent d'avoir cette chance. Quand je me suis posé pour écrire mon livre et donc pour raconter ce que j'avais vécu en 30 ou 35 ans,
j'ai eu des espèces de bouffées de lucidité qui me disaient « Mais comment as-tu pu avoir autant de chance, prendre autant de plaisir ?» Et franchement, il y a un lien de tout ça. Alors, d'abord avec les hommes extraordinaires que j'ai rencontrés, mais tous sont reliés par quelque chose autour de l'odeur. Et au fond, la capacité de l'odeur, des odeurs du monde, à nous relier les uns aux autres dans un registre émotionnel, c'est merveilleux.